Bonjour Geneviève, Bonjour Claude. tu es professeur de sciences physiques et tu enseignes dans un lycée. Oui, j'enseigne au lycée Blaise Pascal à Orsay, dans l'Essonne, dans l'académie de Versailles. Et tu as des classes de tous les niveaux? Cette année, j'ai enseigné à des classes de seconde, en physique-chimie bien entendu, et aussi en SNT, sciences numériques et technologies, le nouvel enseignement. Et puis j'avais aussi en charge une terminale S. Très bien, tu es une adepte des classes inversées. Mais peut-être pourrais-tu nous dire en quoi tu es une adepte des classes inversées? Tu fais quoi? Alors depuis maintenant 6 ans, je travaille en pédagogie inversée avec mes élèves. Donc, petit à petit, mon mode de fonctionnement a évolué vers, un modèle que je vais essayer de te donner. Donc, je travaille beaucoup avec, des vidéos, des ressources, que mes élèves consultent en amont. Donc j'ai créé, il y a 5 ans maintenant, ma chaîne YouTube sur laquelle je dépose des vidéos relativement courtes, de cours que j'ai créées. Je leur demande de regarder parfois en amont du cours, parfois après le cours, ça dépend un petit peu de ce qu'on fait. Et puis, je leur donne aussi parfois des ressources à lire. Et une fois qu'on est en classe, on travaille en îlot, donc quasiment exclusivement en îlot. Mes élèves, tous les mois, changent d'îlot, donc ils travaillent par 4, puisque j'ai 36 élèves dans mes classes, ça nous fait 9 îlots de 4 élèves. Et on travaille sur des choses à faire en autonomie, donc généralement des cartes mentales à réaliser pour résumer le cours, des flashcards à réaliser et puis bien entendu des activités, comme faire des exercices, analyser des documents, pas mal de choses, différentes. Voilà, en classe, on est plutôt à travailler sans outils numériques, mais depuis cette année, mes élèves sont équipés d'un ordinateur par la région Île-de-France. Donc ils travaillent avec l'ordinateur, mais c'est plutôt pour utiliser le manuel numérique. Très bien, mais alors, en quoi ça consiste, les classes inversées pour toi? Alors pour moi, c'est vraiment reprendre la phrase de Marcel Lebrun, redonner du sens à la présence. C'est-à-dire que je me suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler que faire un cours magistral, ça pouvait vraiment ennuyer certains élèves et puis ça ne s'adressait pas à tous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont attentifs, pour lesquels le cours magistral leur apporte quelque chose, mais parmi 36 élèves, on en a toujours qui n'arrivent pas parce que ça va beaucoup trop vite, qui n'osent pas poser des questions. Il y en a d'autres pour qui ça ne va pas assez vite, donc c'est souvent ceux-là qui bavardent parce que finalement, ils ont déjà regardé les cours, ils en ont déjà parlé avec des camarades ou leurs parents, ils ont déjà consulté des ressources, donc ceux-là s'ennuient aussi. Enfin, il y a toutes sortes d'élèves. Il y a aussi les élèves qui sont dyslexiques, par exemple, et qui ont du mal à faire deux choses à la fois, écouter un cours, l'écrire. Et donc, je me suis dit que c'était plus intéressant, pendant les séances de cours, de pouvoir accompagner les élèves dans tout ce qui est compliqué, en fait. Parce que écouter un cours, bon, ça peut paraître compliqué parfois, mais finalement, c'est enfin, si on devait le classer, on dirait que c'est dans les tâches cognitives plutôt simples. Alors que chercher des exercices, qui est donné traditionnellement à la maison, une fois qu'on a écouté le cours, c'est une tâche beaucoup plus compliquée et complexe pour un élève. Donc, je trouve beaucoup plus d'intérêt à être là quand ils cherchent des choses plus complexes pour pouvoir répondre à leurs questions. Alors, il y a toujours un premier temps où ils se parlent entre eux, où ils s'aident, ils collaborent et ils coopèrent. Mais lorsqu'ils sont bloqués, moi, je suis là pour tout de suite répondre aux questions. Je suis là aussi pour surveiller, c'est pas surveiller, mais me promener, voir l'avancement de chacun dans les îlots. Et alors à la maison, qu'est-ce qu'ils font? Alors à la maison, ils font donc des choses simples. Donc ce que je peux leur demander de faire, c'est consulter les ressources. Souvent, je couple ça à des séries de QCM ou de petits exercices, vraiment très simples. Je leur demande aussi, par exemple, de réfléchir à une, 2, 3 questions qui peuvent se poser avec la réponse qu'on va ensuite utiliser pour réaliser des flashcards de révision tous ensemble et donc se créer une banque de questions. Je leur demande aussi, soit en classe, soit à la maison, de réfléchir à tous les éléments importants du cours pour réaliser une carte mentale ou une fiche de synthèse. Voilà, ça, on le fait sur chaque cours. Bon, très bien.
Donc, je constate quand même que dans l'inversion, la place du professeur dans sa classe en présentiel, c'est quand même l'essentiel. Ah oui, ben c'est là que comment dire, l'élève est en train d'apprendre et de consolider les apprentissages, où il est en train de s'entraîner, et donc il se rend compte des difficultés et qu'il peut tout de suite avoir mon aide. Contrairement à ce qui se passe dans un cours plus traditionnel, où généralement il est tout seul devant sa feuille d'exercice, et s'il est bloqué, ben, il y a plusieurs techniques, on va dire, plusieurs réponses de l'élève. Soit il laisse tomber parce qu'il trouve ça trop difficile, et ensuite il vient écouter la correction ou il récupère une correction toute prête et il se repenche dessus ou pas. Soit il essaye de demander de l'aide, et dans ce cas-là, ben, est-ce qu'il a de l'aide à la maison? Est-ce qu'il demande à des camarades? Est-ce qu'il ose? Enfin, c'est très variable d'une famille à l'autre finalement. Soit il reste 2 exercices à essayer de le faire et il se trouve en échec et renonce souvent. Si vraiment l'exercice est trop compliqué, il se retrouve à se trouver nul et à ne pas comprendre. Alors après, certains cherchent longtemps et finissent par trouver, mais généralement, s'il n'y a pas un petit déblocage à un moment donné, ça ne va pas avancer plus. Bon, alors, le 16 mars, on t'a dit, ben, non, vous n'allez plus en classe. On a dit aux élèves la même chose. On a fermé les établissements scolaires Mm. et tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'as plus pu travailler avec les élèves, avec la méthode des classes inversées. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, disons que finalement, pour moi, le confinement n'a pas changé grand-chose parce que Bon, mais j'ai un peu réfléchi, oui. Je le dis, c'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas été un choc ni pour mes élèves, en tout cas pour mon enseignement, parce que finalement, on utilisait déjà pas mal d'outils numériques. Ils avaient des endroits où retrouver des ressources, donc ça n'a pas changé. J'avais des moyens de communication, j'ai juste un peu changé ma façon de communiquer avec eux. Et sur nos heures de cours, on se retrouvait en classe, dans la classe virtuelle. ah, donc tu as utilisé la classe virtuelle. Voilà, donc ben, au début du confinement, j'ai eu la chance de les voir le samedi, mes élèves, et le vendredi, mes terminales. Et je leur ai dit, écoutez, je vais mettre en place des choses, je vais utiliser la classe virtuelle, mais je vous expliquerai le fonctionnement, mais je pense qu'on ne va pas beaucoup changer notre manière de faire. Donc eux, ils étaient un petit peu dubitatifs. Et très, très vite, ben, ils ont compris qu'on allait travailler comme avant, sauf qu'au lieu de se voir en classe, on allait travailler exactement de la même façon, mais en virtuel, à travers donc la classe virtuelle du CNED. Donc, je l'utilise très régulièrement, plusieurs fois par semaine. J'ai fait le choix avec mes collègues, en accord avec mes collègues, de maintenir les créneaux de cours habituels. Donc, quand par exemple le lundi matin à 8 heures, j'avais cours avec mes terminales, ben, je donnais rendez-vous à 8 heures à mes terminales en classe virtuelle. On se retrouvait. Et donc, je suivais mon emploi du temps normal. Mes élèves me rejoignaient dans la classe. Donc, plusieurs matières ont fait la même chose. Donc, pour eux, ça donnait quand même un rythme. Et on travaillait comme avant. Je les accueillais. Donc, il y avait un petit rituel un petit peu différent de la façon normale de travailler, enfin, d'avant. Mais je fais l'appel, je leur demande comment ils vont, je leur explique ce qu'on va faire pendant la séance. Donc, je prépare toujours un tableau avec voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, les quelques activités qui seront à réaliser. Et ensuite, très rapidement, je les mets en groupe. Donc, je les distribue dans des groupes. Parfois, c'est eux qui choisissent leur groupe. Parfois, je déclare moi-même les groupes, comme on avait l'habitude de faire avant le confinement. Et puis, ils se mettent à travailler en groupe. Et moi, je passe de groupe en groupe pour voir comment ça se passe. Alors, dans la classe virtuelle, les élèves parlent entre eux? Ah oui, énormément. Alors, quand on est en classe entière, ils ne parlent pas. Alors, je leur donne les droits d'activer leur micro et de chatter. Très souvent, quand je suis devant toute la classe, ils n'activent pas leur micro. Alors, ils peuvent demander éventuellement la parole, mais il n'y a eu aucun brouhaha. Ils savent très bien respecter la parole de l'autre. Et une fois qu'ils sont en groupe, les barrières tombent dans le sens où, par défaut, la classe virtuelle du CNED que j'ai utilisée
donner tous les droits aux élèves quand ils sont dans le groupe. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'écrire dans le chat, ça c'est normal. Ils ont le droit d'activer leur caméra, ce que moi je ne donne pas dans la classe virtuelle parce que ça limite un peu les débits quand on est en classe entière. Ils ont le droit d'écrire sur le tableau, ils ont le droit de partager leur écran. Donc, depuis le début, je leur conseille de désigner quelqu'un qui va partager son écran quand ils font des activités communes. Et puis, ils activent leur micro et ils discutent ensemble de l'activité qu'ils sont en train de faire. Alors, au moins, ces élèves auront appris à utiliser un outil de visioconférence, celui de la classe virtuelle du CNED, et de s'organiser pour travailler en groupe avec la visio. Oui, aucun problème. Alors, il faut dire que quand même, la plupart de nos élèves utilisaient déjà ce genre d'outils avant. Pas avec nous en classe, mais souvent lorsqu'ils sont des joueurs de jeux vidéo, alors pas tous, hein, mais les joueurs de jeux vidéo utilisent de telles plateformes pour discuter déjà entre eux. Donc certains étaient déjà familiers. Mais moi, j'ai expliqué à mes élèves comment ça fonctionnait, je leur ai montré les différents boutons, et très très vite, ils se sont appropriés l'outil et il n'y a eu aucun problème. Alors, les problèmes qu'on a rencontrés sont des problèmes de connexion. C'est-à-dire que là où je suis, donc je disais, mes élèves de seconde et de première avaient tous un ordinateur attribué par la région, donc là, ça s'est bien passé. Mais chez eux, certains avaient de mauvaises connexions, surtout quand les parents étaient aussi en télétravail en même temps, Oui, ou les frères et sœurs. Donc là, quelques-uns ont rencontré des difficultés pour rester connectés sur la classe virtuelle. Bon, c'était un petit problème. Et après, mes terminales, eux, avaient le même genre de problème, mais ils avaient une difficulté supplémentaire, c'est que je me suis rendu compte assez vite qu'il y en avait une grande majorité qui n'avaient pas d'ordinateur et qui travaillaient sur smartphone. Ils arrivaient quand même. Smartphone était quand même un outil relativement aisé à utiliser en classe virtuelle. Oui, alors pour eux, c'était facile d'écouter ce qui se passait en classe virtuelle, mais dès qu'on travaillait sur certains outils que j'utilise sur les activités des élèves, Par exemple, là, ils étaient plus en difficulté. Alors, moi, dans les activités que j'ai réalisées avec eux, bon, d'habitude, ce que je fais en classe, c'est je leur fais faire des exercices ou je leur donne des documents à analyser. Là, j'ai tout basculé vers une plateforme qui s'appelle Elea, qui a été développée par la DAN de Versailles, qui est en fait un Moodle. Donc, c'est une plateforme de e-éducation sur laquelle je crée des parcours. Et dans ces parcours, je mets du texte, des vidéos, des images. Je peux intégrer des QCM, des millionnaires, des reliés, des jeux, des choses interactives, des images interactives, mais aussi des contenus comme des drag and drop, hein, des glisser, déposer, etc. Et donc là, pour les élèves qui étaient sur smartphone, c'était un petit peu plus compliqué à utiliser. Mais ils ont quand même joué le jeu et ils ont essayé de participer à tout ce qu'on faisait en classe. Elea est un outil que tu utilisais avant le confinement, que tu Oui, as continué à utiliser, oui. et est-ce que ça a été encore plus utile que ça ne l'était avant? Énormément. Alors vraiment, Elea, je l'utilisais régulièrement, mais je faisais dans l'année 4-5 parcours par classe, souvent dans le contexte d'une séance de travaux pratiques, parce que ça permet de faire énormément de choses, comme récupérer des documents audio, vidéo des élèves, des documents aussi papier quand ils rendent des devoirs. On peut faire de l'évaluation par les pairs. Donc je l'utilisais, mais c'était plutôt ponctuel. Et là, j'ai essayé de réaliser le maximum de parcours parce que non seulement ça centralise les ressources, mais ça permet aussi directement d'avoir une interaction avec l'élève, de faire des questions automatisées où ils ont tout de suite la rétroaction, la réponse correcte ou incorrecte, et ils avancent bien. Et en plus, moi, j'ai trouvé un énorme avantage à cet outil, c'est que je suis sûre que les élèves sont en train de travailler parce que c'est un petit peu le problème que nous avons eu à un moment donné. On voit que les élèves sont connectés à la classe, mais est-ce qu'ils sont vraiment en train de travailler quand on fait du cours, quand on est en train de donner des explications sur un cours? Est-ce qu'on est sûr qu'ils sont en train de travailler? Avec Elea, je peux à chaque instant savoir où en sont les élèves dans leurs activités. Donc, je sais s'ils ont vu la page, donc lu la ressource par exemple, s'ils ont répondu au QCM, le nombre de points qu'ils ont obtenus à la question. Quand il y a des réponses ouvertes, je vois le texte qu'ils ont écrit, donc quand il y a une petite composition à faire. Je peux même intégrer des tableaux blancs sur lesquels ils peuvent me dessiner quelque chose. Donc, je l'ai déjà utilisé pour
demander à mes élèves de dessiner des molécules, par exemple. Donc, c'est vraiment très riche et tout ça, je le vois en temps réel. Donc, je suis sûre que pendant la classe virtuelle, lorsque je leur donne un parcours ELEA à faire, ils sont vraiment en activité.